ça y est, c'est parti pour un petit Albi à toute berzingue. J'ai bien potassé, hein, je suis prêt, je suis content. Bon, en revanche, c'est le sud, il va faire chaud, on va prendre des forces. Bonjour monsieur. Bonjour. Je voudrais un pain au chocolat, s'il vous plaît. Pain au chocolat. Merci. Ah, vous avez un sac? Un sac, on ne prenait pas ici, hein, c'est plutôt une poche. Hop. Poche. Bon bah, merci. Merci. Oh, pourtant j'étais prêt, Albi, toute berzingue. Poche. Albi, durant l'Antiquité, c'est le territoire des Rutènes, dont l'oppidum principal est du côté de Rhodès. D'ailleurs, le nom de Rhodès, ça vient de là, hein, ça vient des Rutènes. D'ailleurs, ici, on est aussi dans une région qu'on appelle le Rouergue. Eh bien, le Rouergue aussi, ça nous vient des Rutènes. Donc, durant l'Antiquité, eh bien, ici, à Albi, eh bien, il y avait un petit port sur le Tarn qui permettait d'échanger toutes sortes de marchandises. Ah, non, il y avait du trafic parce qu'on pouvait circuler au moyen de bateaux, de bacs, mais aussi sur un gué. Quand les eaux du Tarn n'étaient pas trop hautes, il y avait un gué qui permettait de franchir la rivière. Il y avait aussi des routes qui permettaient de conduire vers toutes les grandes agglomérations de l'époque. Toulouse, Cahors, Rodez ou Béziers. Ah non, ça je peux vous dire que durant l'Antiquité, ici à Albi, il y avait du trafic. Albi au Moyen-Âge, c'est donc notre petit carrefour routier, mais il va y avoir aussi un lieu de culte très important qui va se développer autour de la figure d'un saint évêque qui s'appelait Salvi. Alors, je vous la fais courte. En gros, on était au VIe siècle, et à la chute de l'Empire romain, il y a des nouveaux envahisseurs qui ont voulu se goinfrer l'ancienne Gaule romaine, et parmi eux, des Burgondes, qui vont devenir des Bourguignons. Et il y a un moment, au VIe siècle, où les Bourguignons, ils vont vouloir se goinfrer le territoire d'Albi, notamment avec un chef de guerre qui s'appelait Mumol. Et là, l'évêque d'Albi, donc notre Salvi, va se dresser contre Mumol. Il va lui dire « Mumol, touche pas aux Albigeois, tu dégages ». Et Mumol, il est parti. Et là, évidemment, Salvi est devenu un héros. Et donc, après sa mort, sans doute de la peste, on va ériger sur le point haut de la ville, sur une butte sur la rive gauche du Tarn, eh bien, une chapelle avec les reliques de Saint Salvi, chapelle qui va devenir un monastère, puis carrément une cité épiscopale. Et derrière moi, vous avez les vestiges de la collégiale Saint Salvi qui sont magnifiques, qui sont parvenus jusqu'à nous. Et attention, c'est pas de la quiche, parce que les bases des tours romanes que vous avez ici derrière moi, elles sont millénaires. Autre symbole de la richesse d'Albi bien avant l'an 1000, c'est la Mappamundi. Alors là, attention les enfants, la Mappamundi, c'est pas de la quiche, c'est une des deux plus vieilles cartes du monde connues. Elle date du 8e siècle. L'autre exemplaire, il est au Vatican, mais il y a un exemplaire qui est ici, à Albi, depuis toujours, sur parchemin. Regardez, il est là, regardez-moi ça, regardez cette carte. Elle est extraordinaire cette carte. Alors moi, j'avoue que la première fois que je l'ai vue, j'ai cru que c'était une radiographie de ma femme qui m'annonçait qu'elle était enceinte. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à un tétard, à un embryon, tu vois, on est au tout premier développement du futur bébé, mais pas du tout. En fait, c'est vraiment une carte et c'est comme ça qu'on percevait le monde. Alors c'est difficile de voir ce qui est écrit, mais heureusement il y a des reproductions, il y a aussi des schémas qui permettent d'expliquer ce qu'on voit précisément. Venez voir un schéma, ce sera plus clair. Mais là, elle est là, le trésor du monde. Ça, c'est classé à l'UNESCO. Voilà, sous forme de schéma, c'est quand même nettement plus clair. Voilà donc cet outil pédagogique qu'était la Mappamundi pour les moines dès le 8e siècle pour comprendre leur géographie, pour comprendre le monde dans lequel ils habitaient. Regardez, voilà, vous avez 3 continents, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Le tout évidemment centré autour de la Méditerranée. Ah bah oui, on est issu d'une civilisation judéo-chrétienne et la Méditerranée, c'est la mer nourricière. Bon, il y a quelques petites erreurs quand même. Vous avez la Corse à la place de la Sardaigne et il y a aussi le Gange qui est situé en Afrique. Et il y a un truc qui est plutôt marrant, c'est que les îles britanniques, l'Angleterre,
c'est tout petit sur la Mappamundi. Hein, regardez-moi ça, c'est peanuts, c'est plus petit que la Corse. Hein, ça t'embouche un coin, Shakespeare. Where is Brian? Eh ben, il est pas grand-chose sur la Mappamundi. Ok, I take the door. Autour de l'an 1000, le territoire d'Albi va devenir la possession d'une des plus grandes familles, des plus puissantes familles d'Occitanie, les fameux seigneurs de Trincavel. Et là, vous vous dites, oulala, ça va alors friter avec l'évêque d'Albi, hein, entre les deux grandes autorités féodales de l'époque, à savoir le comte et l'évêque. Eh bien, pas du tout. Parce qu'en fait, très tôt à Albi, l'évêque d'Albi sera apparenté ou fera partie de la famille des Trincavel. Donc il y avait une union, donc il n'y avait pas d'embrouille, il n'y avait pas de friction entre les deux grandes autorités féodales de l'époque. Donc nos Trincavel, ils vont se faire construire un château, ici, du côté du Castelvieil. D'ailleurs, le nom de Castelvieil, ça vient de là, hein, c'est le vieux château. Mais malheureusement, ce château, aujourd'hui, il a disparu. Le cherchez pas, hein, il était au niveau des lettres d'Albi, justement. Voilà, il était là, là où il y a la voiture qui roule. Voilà. Là, elle est dans la cour du château. Voilà, elle est partie. Ouais, donc c'est quand même plus simple aujourd'hui, mais c'est triste pour nous. Le château, il a disparu. Il n'en reste plus qu'une évocation avec Castelvieil, mais aussi le nom de la place. Parce que, comme par hasard, la place d'ici, bah, c'est la place du château. Mais bon, on peut encore trouver quelques petits vestiges du Castelvieil. Suivez-moi. Et quand on cherche, on trouve toujours un petit quelque chose. Qui dit château au Moyen-Âge dit chapelle castrale. Eh bien, la chapelle castrale du Castelvieil, elle est parvenue jusqu'à nous. Et oui, cette chapelle va devenir une église, quand Castelvieil va devenir une seigneurie indépendante. Cette église, c'était l'église Saint-Loup, et son clocher est parvenu jusqu'à nous. Il est ici, derrière moi, et il date du XIVe siècle. Le clocher de Saint-Loup. Sous les Trincavel, Albi va continuer à se développer, ça reste un carrefour routier très important et pour moi, symbole de cette activité incessante, eh bien c'est derrière moi la création il y a 1000 ans d'un premier pont en pierre pour franchir le Tarn. Le Tard, comme dirait mon copain Olivier Monterrubio. Il est là, ce pont vieux, comme on l'appelle, un premier pont pour permettre à Albi de franchir les siècles et de traverser l'histoire. Parce que ce pont vieux, il est encore debout aujourd'hui. Et figurez-vous que c'est certainement un des plus anciens ponts ouverts à la circulation au monde. Il est toujours là. Bon, aujourd'hui, il se refait une beauté. Mais Albi au Moyen-Âge, c'est évidemment l'épisode terrible de la croisade contre les Albigeois, la croisade contre les hérétiques cathares. Alors, je vais essayer de la faire courte, parce que là, le catharisme, sinon c'est pas un épisode d'Atout de Berzin qu'il va me falloir, c'est un épisode d'entrée dans l'histoire, ça va prendre 1h30. Donc pour résumer, pour faire court, le catharisme, c'est une lecture de la religion chrétienne différentes, divergentes, voire dissidentes par rapport au canon officiel de l'Église catholique romaine. Ils ne sont pas d'accord sur plein de trucs. Par exemple, ils ne sont pas d'accord sur les textes sacrés. Les cathares voudraient qu'on traduise les textes officiels pour pouvoir mieux comprendre le message divin. Mais ça, pour Rome, c'est pas possible. Les textes sacrés, c'est en latin, pas touche. Ils ne sont pas d'accord aussi sur le côté guerre. Il ne faut pas oublier qu'on est au XIIe, XIIIe siècle. Jérusalem a été récupérée par les Sarrasins et donc les Romains, ils veulent la récupérer en faisant la guerre. Ils veulent que le monde occidental se croise contre les Sarrasins pour récupérer les lieux saints. Mais les Cathares, ils ne sont pas d'accord. Eux, ils prônent la non-violence. Ils sont contre la guerre, ils sont aussi contre la propriété privée. Ils ne veulent pas aller se battre. D'ailleurs, comme ils ne veulent pas aller se battre, ils ne veulent pas toucher aux animaux. Ils ne veulent pas leur faire de mal. Vous voyez, ils sont végétariens. Donc là, ça ne va pas, parce que s'ils sont végétariens, ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord non plus avec l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, les amis, c'est le moment le plus important pour les chrétiens à la messe. C'est le moment où on reçoit le corps du Christ. Le corps du Christ, on le mange. Là, c'est pas possible. Ils sont végétariens, ils sont pas d'accord. Donc, ça fait vraiment plein de problèmes, plein de divergences, plein de différentes lectures. Les Romains, ils en ont marre et ils veulent casser les hérétiques, les cathares, qui refusent même le baptême pour les bébés.
Et oui, pourquoi? Parce que le baptême, c'est violent. Souvent, le bébé, il pleure. Les cathares, ils sont pas d'accord. Le baptême, c'est quand le chrétien le désire. Ça doit être une volonté pacifique, volontaire, et non pas forcée et contrainte. Pour l'Église de Rome, c'en est trop, et elle va vouloir pourchasser et détruire l'hérésie cathare en Occitanie. Mais bon, pour ça, elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'un bras armé. Et qui, à ce moment-là, va être trop content d'offrir son aide, de devenir le bras armé de l'Église pour envahir l'Occitanie? Eh bien, le royaume de France. En fait, c'était un prétexte idéologique pour une conquête, une guerre de territoire, d'envahir le sud. Donc le roi de France, il se met en route et il va s'attaquer aux grandes maisons d'Occitanie, les comtes de Toulouse et nos fameux Trincavel. Alors dans un premier temps, ces grandes familles vont résister, mais ils vont devoir plier et se soumettre. Les comtes de Toulouse se rendent, la famille de Toulouse, elle se rend officiellement, alors que les Trincavel, eux, ils vont résister jusqu'au bout. Malheureusement, après la destruction de Béziers et la prise de Carcassonne, les Trincavel aussi devront se soumettre. Tiens, et je profite d'être au sommet de la tour de guet de la collégiale Saint-Salvi d'Albi, qui était le point haut de la ville au Moyen-Âge, avant la construction de la cathédrale, parce que là, on voit bien comment la ville s'est développée. Le petit bourg antique, à l'époque de l'Antiquité, certainement de l'autre côté de la cathédrale, vers le Castelvieil, voilà, qu'on domine. Là-bas, vous voyez, la ville qui s'est développée entre le Tarn et un petit ruisseau, le Bondidou, qui était de l'autre côté, voilà, par là-bas. Et ensuite, la création de notre lieu de culte, la collégiale Saint-Salvi, avec sa petite olive médiévale qu'on voit bien de haut. Et enfin, le trait d'union, la construction de la cathédrale et du palais de la Berbie, trait d'union entre les deux bourgs originels d'Albi. Alors il y a un truc qui est marrant, c'est qu'on dit croisade contre les Albigeois, mais à Albi, il n'y a pas eu de massacre, il n'y a pas eu de destruction. La ville, c'était une cité épiscopale, elle était majoritairement catholique. Il y avait des hérétiques, bien sûr, mais en fait, l'évêque de l'époque, qui s'appelait Guillaume Pierre, eh bien, il va préférer jouer la carte de la modération. Modération envers les hérétiques, qu'il a préféré essayer de convertir, tranquillement, progressivement, et modération aussi envers les croisés du Nord, plutôt que de leur résister et de se faire massacrer, il leur a ouvert les portes. Eh oui, il va ouvrir les portes d'Albi au terrible Simon de Montfort, vous connaissez sa fameuse phrase « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens », il va lui ouvrir les portes. Un peu lâche, un peu traître, mais en fait surtout modéré. Et en remerciement, Simon de Montfort, eh bien, il lui rendra le contrôle et la gestion d'Albi. Donc c'était plutôt bien joué. Mais Simon de Montfort, il va quand même décider de se garder le Castelvieil, c'est-à-dire le château des Trincavel. Et du coup, le Castelvieil va se retrouver séparé. Ça va devenir une seigneurie indépendante à côté d'Albi, et ce jusqu'à la Révolution. Et du coup, la cité épiscopale qui se protège, on est quand même en temps de guerre, et en plus après il va y avoir la guerre de 100 ans, elle va ériger des remparts entre la cité épiscopale et le Castelvieil. Et ces remparts, ils sont parvenus jusqu'à nous, ici, du côté de la place de la Trébaille. Eh oui, la cité épiscopale d'Albi, ni sudiste, ni nordiste, catholique. Plus que sudiste et plus que nordiste, Albi reste et restera catholique. Voilà pourquoi la ville va devenir un siège très important de l'Inquisition après la croisade contre les Albigeois, notamment sous l'épiscopat d'un évêque hyper important pour Albi, Bernard de Castanet. C'est lui qui va faire construire le palais de la Berbie, nouveau palais pour les évêques. D'ailleurs, Berbie en occitan, ça veut dire évêque. Il est derrière moi, ce palais de la Berbie, et c'est une véritable forteresse qui servira aussi de lieu de justice, de tribunal pour les inquisiteurs contre les hérétiques cathares. Ah non, à l'époque, on était en guerre. C'est pourquoi le palais de la Berbie, il a des allures de château fort, lui aussi, de forteresse. Ah non, là, c'est pas la peine de chercher midi à l'aube. Le palais de la Berbie, c'était plus un château fort qu'un palais, la Berbie. Ah non, c'est pas la peine de chercher midi à l'aube. Le palais de la Berbie, c'était plus un château fort qu'un palais, la Berbie.
Autre symbole de la toute-puissance des catholiques sur Albi après la croisade des Albigeois, c'est la construction de la nouvelle cathédrale Sainte-Cécile, voulue là encore par notre évêque Bernard de Castanet. Et là, elle est derrière moi. Et attention, vous avez rendez-vous avec le gigantisme. Vous avez derrière moi la plus grande cathédrale au monde construite en briques. Elle est énorme, dans un style incroyable, hein, le style gothique méridional. C'est fascinant. Et là encore, la nouvelle cathédrale Sainte-Cécile d'Albi, c'est comme le palais de la Berbie, c'est plus qu'une église, c'est plus qu'une cathédrale, c'est une forteresse. Regardez les bases de la tour clocher, on dirait les boosters de la fusée Ariane. Et puis il y a un truc qui est marrant, c'est qu'avec le soleil, ça chauffe. Ouais, attendez. Ah non, ouais. 22 degrés, c'est un radiateur. Albi, durant la Renaissance, c'est un âge d'or autour d'une culture locale, le pastel. Le pastel, ça va faire la fortune des négociants d'Albi pendant plus d'un siècle, qui du coup vont se faire construire dans la ville de somptueux hôtels particuliers, comme celui que vous avez derrière moi, l'hôtel Reynes. Ah oui, ça témoigne de l'opulence de nos négociants d'Albi durant la Renaissance. Alors le pastel, pour faire simple, en gros c'était une plante qui était cultivée dans la région, on la récoltait, on la mettait en boule, on la laissait sécher, ça faisait une espèce de coque, d'où d'ailleurs le terme de pays de cocagne, et à partir de cette boule, petit à petit, ça séchait et ça formait une pâte granuleuse qui permettait de fabriquer l'or bleu d'Albi, à savoir le pastel, pour faire de la teinturerie. Et ça c'était vraiment quelque chose qui était une merveille et ça fait la fortune des habitants. C'était très recherché pendant plus d'un siècle jusqu'à ce que malheureusement il y ait un autre produit qui entre en concurrence avec le pastel, à savoir l'indigo. L'indigo qui était ramené des colonies d'Amérique et qui coûtait 4 fois moins cher, même 5 fois moins cher. Donc malheureusement ça va un petit peu niquer l'économie locale, mais quand même pendant un siècle ça a cartonné, comme en témoigne cet hôtel Reynes, magnifique, somptueux, il date de la Renaissance. D'ailleurs il y a une statue de François Ier dans l'hôtel. Regardez, on lui fait un petit coucou. Bonjour François, il est là. Albi, à l'époque moderne, c'est toujours une cité épiscopale prestigieuse, mais en revanche, au niveau de l'économie, là, la ville va connaître une période de déclin liée au développement de nouvelles routes modernes de communication dans le Royaume de France qui vont un petit peu éviter Albi. Il y a aussi de nouveaux moyens de communication et de transport des marchandises, comme le canal du Midi, qui lui aussi va éviter Albi. Donc notre carrefour routier va se retrouver un petit peu à la marge. Et donc ça, c'est pas bon pour le commerce. Et pour moi, le symbole de ce déclin d'Albi à l'époque moderne, eh bien il est derrière moi avec le Pont Neuf. Le Pont Neuf, il avait été envisagé dès le XVIIIe siècle pour créer une nouvelle route qui passait par Albi pour relier Toulouse à Rodez. Mais malheureusement, ce nouveau pont, eh bien, il ne sera créé qu'au XIXe siècle. Pendant la révolution industrielle, il faudra attendre 100 ans pour qu'il soit enfin réalisé. Donc pendant 100 ans, eh bien, Albi a dû patienter, et ça a été mauvais pour le commerce parce que ce deuxième pont, il aurait pu permettre là encore à Albi de franchir les siècles avec puissance et dynamisme, et là, Albi a un petit peu piétiné. Et c'est justement au même moment où Albi va un petit peu se replier sur elle-même que va naître à Albi un des plus grands explorateurs français de tous les temps, j'ai nommé Jean-François Galop de la Pérouse, qui est né ici derrière moi au château d'Hugo. Lui, il s'est dit « Non mais c'est pas possible, moi je vais pas rester enfermé, coincé, enclavé dans Albi, je veux découvrir le monde ». Il a certainement dû contempler avec amour, avec gourmandise, la Mappamundi qui était à Albi, et il s'est dit « Moi aussi je veux aller explorer, moi aussi je veux aller cartographier le monde ». Et il est parti à de
nombreuses reprises et pour la dernière fois de manière tragique. C'est pour ça qu'il a eu un destin aussi émouvant, romantique, héroïque, la Pérouse, puisqu'il n'est jamais revenu de son dernier voyage. Il est parti de Brest en août 1785 à bord de la Boussole et on sait aujourd'hui, puisqu'on a retrouvé son épave dans les années 60, qu'il s'est échoué du côté des îles Salomon. C'est tout au bout, en Papouasie, à l'autre bout du monde, derrière l'Australie. Donc c'est assez émouvant de voir là où il est né. En plus, ce qui est génial aujourd'hui avec le château d'Hugo, c'est que c'est devenu une chambre d'hôte. On peut visiter, on peut y séjourner, on peut dormir dans la chambre de la Pérouse. Ça doit donner des ailes. Allez, on y va! Et voilà la chambre de la Pérouse, avec vue sur le Tarn. Voilà, c'est déjà une invitation au voyage en bateau. Une chambre de couleur bleue. Bleu, c'est vraiment la couleur de la famille. Là encore, en raison du pastel, puisque la famille de la Pérouse a fait fortune, elle aussi, dans le pastel. C'est d'ailleurs grâce au pastel qu'elle a été anoblie. Et donc voilà sa chambre à la Pérouse. Quelle invitation au voyage. Voilà son lit. Peut-être me faire une petite sieste, moi. Bon, allez. On se retrouve pour l'époque contemporaine. Pour l'instant, je fais une petite pause. Merci. Voilà, faut me laisser. Rendez-vous avec la Pérouse. Et voilà pourquoi à Albi, il y a un musée passionnant qui raconte les aventures de Monsieur de la Pérouse. On y voit notamment une reproduction du tableau où l'on voit Louis XVI qui donnait ses instructions à la Pérouse avant son départ fatal. Parce que Louis XVI était passionné lui aussi par les expéditions maritimes. D'ailleurs, vous savez ce qu'a dit Louis XVI le jour de son exécution à son confesseur, ce 21 janvier 1793. Il lui a dit: a-t-on des nouvelles de Monsieur de la Pérouse? Et oui, il avait envoyé des bateaux le rechercher puisqu'il donnait plus de nouvelles. Il ne savait pas encore qu'il allait le retrouver quelques heures plus tard au paradis. Albi, à l'époque contemporaine, c'est une ville qui va enfin se désenclaver grâce à l'arrivée du chemin de fer. Et oui, voici donc un troisième pont de chemin de fer, celui que vous avez derrière moi, qui va permettre à Albi de franchir le Tarn, mais aussi de franchir les siècles pour répondre aux défis du progrès et de la révolution industrielle. Grâce au chemin de fer, Albi va donc à nouveau pouvoir faire rayonner son économie, ses produits essentiellement agricoles, des grains, du blé, des pâtes. Vous connaissez tous la chanson, Des pâtes, oui, mais des pâtes d'Albi. La vermicellerie d'Albi. Et d'ailleurs, elle était là, la vermicellerie d'Albi, dans les moulins albigeois, d'anciens moulins à farine du XIIe siècle. Ah non, c'est pas de la quiche. Des pâtes, oui, mais des pâtes d'Albi. Mais la grande spécialité d'Albi à l'époque contemporaine, ça va être le verre. Souffler le verre pour faire en particulier des bouteilles. Alors, cette aventure industrielle du verre à Albi, elle a en fait commencé à côté d'Albi, ici, à Carmaux, où dès le XVIIIe siècle, il y avait une manufacture royale de verre. Ce sont les bâtiments que vous avez derrière moi. Et pourquoi à Carmaux? Eh bien parce qu'à Carmaux, il y avait des mines de charbon. Et le charbon était évidemment le combustible indispensable pour chauffer les fours, pour pouvoir souffler le verre. Et ces bâtiments, eh bien, ils sont devenus un musée du verre, qui sont actuellement fermés, mais qui comptent bien réouvrir pour nous raconter cette merveilleuse histoire. Les bâtiments sont fermés, donc en attendant, on va se contenter d'un plan. Et pour résumer, on va faire simple, il n'y aurait pas eu tout ça s'il n'y avait pas eu ça. Le puits de la mine, là où il y a le charbon.
essentiel pour faire chauffer les fours. Et d'ailleurs, la première ligne de chemin de fer, elle reliait Albi à Carmaux pour pouvoir justement transporter le charbon. C'est la gare de la Madeleine que vous avez derrière moi et qui d'ailleurs a permis de développer le quartier de la Madeleine. Mais il va y avoir une grève à Carmaux en 1895 et le conflit va devenir de plus en plus tendu. Alors, certains ouvriers de Carmaux vont décider, avec l'appui et le soutien d'un certain Jean Jaurès, alors député du Tarn, de créer et de fonder leur propre verrerie, une verrerie ouvrière à Albi, VOA. C'est cette verrerie que vous avez ici derrière moi, qui a aménagé sur ce nouveau site dans les années 1975 et qui est toujours en activité, alors que la verrerie de Carmaux, elle, elle a fermé ses portes en 1931. Et je suis de retour au sommet de la tour de guet de la collégiale Saint-Salvi pour vous montrer un autre symbole de l'époque contemporaine dans Albi et qu'on voit bien dans la ville. Et oui, la Révolution française est passée par là, l'État a pris le dessus sur l'église, on crée à Albi une préfecture et surtout on va percer au 19e siècle une rue droite entre le nouveau pouvoir temporel, la préfecture, et le pouvoir céleste, la cathédrale d'Albi. Cette rue droite rectiligne qui perce notre vieille olive médiévale de Saint-Salvi, c'est la rue Mariès, que vous avez à mes pieds. Albi aujourd'hui, c'est une ville qui a réussi à faire de son passé une force pour son avenir. Il y a un patrimoine de fou ici. Et c'est pas un hasard si du coup Albi est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sous 2 registres, il y a 2 classements, assez rarissimes. En France, il n'y a que Paris qui peut rivaliser. Classement pour la Mappamundi, on l'a vu, mais classement aussi pour sa cathédrale qui est incroyable. Regardez-moi ça, à l'intérieur, elle est entièrement peinte. Moi, j'avais jamais vu ça. Where is Brian? He's in the bathroom and he's tout petit sur la Mappamundi. C'est ça.